Si tu es dans une classe de français avec un prof ou une prof qui aime bien les belles phrases, peut-être les beaux costumes, je ne sais pas, peut-être que tu auras lu Marivaux, ou au moins peut-être que tu en as entendu parler, et ça peut te sembler un petit peu étrange, un peu hors sol, on va dire. Je vais essayer de te donner des indications, des anecdotes sur cet auteur et sur son œuvre pour que ça te devienne un petit peu plus familier et pour pouvoir rentrer dans cette œuvre. Marivaux, il vit au XVIIIe siècle, mais il ne va pas connaître la Révolution française. Souvent on associe 18e Révolution parce qu'il meurt en 1763, donc en fait il meurt avant. En revanche, il va connaître la Régence, c'est-à-dire la période après l'amour de Louis XIV où le suivant n'est pas prêt, donc il faut bien s'organiser. Il va connaître le règne de Louis XV et même le règne de Louis XVI. Donc il va traverser un certain nombre de règnes, et ce qu'il va surtout connaître, ça va être l'instabilité de ce siècle, qui est un siècle, on peut dire, pré-révolutionnaire, c'est comme ça qu'on le dit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de mouvements, de mutations, de changements dans cette période. Les classes, on dirait les classes sociales maintenant, à l'époque on dit les ordres, commencent à un petit peu bouger, il y a des revendications, la bourgeoisie monte, le peuple n'est pas content, l'aristocratie s'affaiblit, parfois même s'appauvrit, donc ça a créé beaucoup d'instabilité et ça annonce évidemment le renversement de la fin du siècle. Et qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Marivaux? En fait, Marivaux, lui, il va observer tout ça et il va en faire le sel de son œuvre. La vie de Marivaux, elle n'est pas super connue, ça en fait un auteur un petit peu transparent, on a du mal à s'identifier à lui en fait, on a du mal à savoir qui il est vraiment. Par contre, il y a 2-3 trucs qu'on peut quand même apprendre sur lui et qui sont intéressants. La première chose, c'est que il vient d'une famille qui a un petit peu d'argent mais qui n'est pas non plus richissime. Et lui, il va avoir de bonnes conditions de vie parce qu'il va faire un mariage qui va lui permettre d'avoir plus de fortune. Alors, c'est pas une michto, mais néanmoins, c'est sa femme qui va ramener la richesse en fait dans sa famille. Donc ça, c'est assez intéressant parce que ça explique pas mal de choses dans ses œuvres ensuite. Son père va mourir, donc déjà, il va perdre une partie de ses revenus via la famille, via son père. Ensuite, sa femme va mourir, donc là, de nouveau, perte de revenus. Et puis, troisième chose, où là, vraiment, il n'a pas de chance, il a commencé à spéculer, Marivaux, à un moment où on commence à faire des achats et des reventes d'actions avec le système de l'eau qui a donné lieu à une banqueroute générale, c'est une catastrophe. Et en fait, il va faire faillite lors de cette banqueroute de l'eau, du système de l'eau. Et c'est comme ça qu'il va venir au théâtre en fait. Il va avoir besoin de travailler en fait pour vivre tout simplement. Et il va choisir le théâtre qui est vraiment à la mode au XVIIIe siècle. On l'oublie un petit peu, mais en fait, c'était vraiment quelque chose de très prisé. Ça remplace les séries, ça remplace le cinéma en fait. À l'époque, il n'y a pas d'autres divertissements pratiquement que ça dans les grandes villes. Et donc, il se fait un nom et il se fait une vie financière plutôt confortable grâce au théâtre, que ce soit avec des comédiens italiens ou les comédiens français. Marivaux, on l'associe souvent au théâtre quand on te le fait lire au lycée, genre pas avant le lycée, c'est quand même pas facile, on lit des pièces de théâtre. Mais en fait, il a été aussi journaliste et il a été aussi romancier. Notamment, il a écrit un livre qui s'appelle La vie de Marianne, où il se met à la place d'une jeune femme du 18e. C'est écrit comme une autobiographie, comme des mémoires, mais en fait, c'est lui qui parle. Donc, c'est lui qui parle à travers un personnage. On va dire, c'est assez original quand même. Mais donc, c'est surtout ces pièces de théâtre qui sont connues. Il a travaillé à la fois avec des acteurs de la comédie italienne, la commedia dell'arte, qui sont des acteurs de l'improvisation, du mime, de la farce, des blagues parfois pas très fines, et aussi avec des comédiens français qui étaient réputés pour être un petit peu plus fins, plus dans le langage, et il a réussi à faire un mix entre les deux en fait, et parfois il a travaillé avec les Italiens, d'autres fois avec les Français, puis parfois il a fait une transition, ce qui rend son théâtre vraiment particulier. Il prend des prénoms italiens, comme par exemple Silvia ou Arlequin, et puis d'autre part, il travaille beaucoup la phrase en introduisant un petit peu d'improvisation dedans. On rebondit sur un mot sur plusieurs tirades, par exemple. Donc tout ça, ça fait partie de la richesse de Marivaux parce qu'il a su se fondre dans plusieurs milieux, y compris de plusieurs milieux du théâtre. Alors quand on parle de Marivaux, on pense parfois, j'espère que tu y penses, marivaudage. Marivaudage, c'est un terme qui existe en français maintenant, et en général, quand on parle de marivaudage, bon, je sais que ça fait un peu comme saperlipopette ou sapisserie, on a l'impression que c'est un mot qu'on n'utilise plus. Mais en fait, ça désigne des relations amoureuses qui sont basées sur des jeux de langage, sur
une certaine élégance, en tout cas une élégance affichée, et une volonté de séduire, d'amadouer par le discours. Alors c'est peut-être plus trop à la mode maintenant, on est dans d'autres modes de communication, dans d'autres rapports entre les personnes, mais à l'époque de Marivaux, c'est à la fois logique parce qu'on a eu tout au XVIIe siècle les précieuses, la mode du roman sensible, on met en avant les sentiments et on valorise en fait, on dirait presque maintenant l'hypersensibilité, c'est-à-dire l'exaltation des sentiments, mais avec une recherche d'élégance. Et en même temps, ça correspond à une époque qui est l'époque du XVIIIe siècle, où on va aller de plus en plus vers une recherche de distinction. On va essayer de se distinguer, d'être différent des autres par les sentiments qu'on ressent. On va aboutir après au XIXe au romantisme en fait avec ça. Donc il est au milieu entre les précieuses et le romantisme. Et ces pièces, elles présentent des personnages masculins qui sont sensibles, qui expriment leurs sentiments, qui réfléchissent à leurs sentiments, ce qui n'était pas forcément le cas dans la littérature des siècles précédents. Et puis aussi des personnages féminins qui vont avoir la main et qui vont avoir une grosse part de décision dans les choix amoureux, même quand on essaie de leur imposer des mariages ou des unions, eh ben, elles vont toujours avoir le dernier mot, et c'est ça aussi qui est intéressant dans son théâtre. La pièce la plus connue de Marivaux, c'est Le jeu de l'amour et du hasard. Alors, c'est un titre assez sympa quand même, faut dire, Le jeu de l'amour et du hasard. C'est quoi le jeu? Ça ressemble un peu à un titre de télé-réalité, mais ce n'en est pas un. C'est quoi le principe de départ? On a un noble qui doit épouser une noble, mais il ne la connaît pas. Et ils ont chacun un domestique qui les suit, c'est typique de l'Ancien Régime ça. Et en fait, les deux vont avoir la même idée, les deux nobles, c'est se déguiser en leur domestique pour voir si celui qu'on va leur présenter ou celle qu'on va lui présenter va tomber amoureux ou amoureuse de la bonne personne, entre guillemets, c'est-à-dire de la personne qui est prévue selon le mariage arrangé. Donc en fait, le noble va se déguiser en valet pour voir si la noble va tomber amoureuse de lui, même s'il est déguisé en valet, même si elle croit qu'il est pauvre en gros, plutôt que de son valet qui est déguisé en lui, je sais pas si tu suis, c'est un peu compliqué, et inversement, la fille va avoir le même réflexe. Donc c'est assez amusant de voir qu'ils ont la même idée, parce qu'on se dit, ah bah en fait ils sont faits l'un pour l'autre, vu qu'ils ont la même idée en même temps, et en fait l'enjeu c'est, et ça reboucle un peu la vie de Marivaux, est-ce que la personne en face est intéressée seulement par l'argent, par la condition sociale dans l'amour, ou vraiment par l'amour, vraiment par la personne. Et alors, spoiler, je suis désolée, mais ils vont se reconnaître quelque part, mais sans savoir qu'ils sont nobles l'un et l'autre, c'est-à-dire qu'ils vont être attirés par la domestique, enfin entre domestiques déguisés, entre faux domestiques, et finalement tout est bien qui finit bien, parce que les nobles restent avec les nobles et les domestiques avec les domestiques. Donc on peut dire que Marivaux n'est pas super révolutionnaire quand même dans l'esprit, parce qu'il y a l'idée que qui se ressemble s'assemble, même au niveau social, mais il y a quand même un moment où on se dit, oh là là, il est en train de nous dire que tout le monde est égal, quelle que soit la condition sociale, est-ce qu'il ne serait pas un petit peu subversif? Bon, il ne l'est pas tant que ça, mais c'est bien essayé. Donc si tu dois étudier Marivaux, ne te désespère pas, les phrases sont parfois un peu complexes, les situations aussi, il faut prendre le temps de lire, de relire et de se poser un petit peu. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir comment est-ce que toi tu te positionnerais, est-ce que tu ferais pareil que le personnage masculin, est-ce que tu ferais pareil que le personnage féminin, est-ce que tu tomberais amoureux ou amoureuse d'une personne juste parce qu'on te dit qu'il est amoureux ou amoureuse de toi? Essaye, tu vas voir. Ou est-ce que tu tomberais amoureux ou amoureuse de la personne qui te stalke depuis des mois, car oui, c'est ça qui se passe dans certaines pièces de Marivaux. Bref, ça pose plein de questions, et je pense que c'est des questions que tu t'es déjà posées, donc peut-être que Marivaux peut t'aider à y répondre.